Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez dense. C'est un rapport d'analyse stratégique. Il dresse un portrait de la Belgique pour la période 2025-2026. Et notre mission pour ce deep dive, c'est de décortiquer un modèle de résistance, on va dire citoyenne, face à ce que les sources nomment un État captif. On va voir comment ils articulent une nouvelle économie, un nouveau contrat juridique et même des tactiques de cyberguerre. Oui, et tout part d'une crise de régime en fait. Le rapport décrit une coalition gouvernementale qu'il surnomme Arizona. Et cette coalition, elle met en place une politique très dure d'activation punitive. D'accord. En clair, elle affaiblit la protection sociale pour forcer le retour à l'emploi. Et c'est justement ça qui a provoqué la création de toute cette contre-ingénierie citoyenne. Alors, avant de parler de la réponse, il faut comprendre l'ampleur du problème. Il y a un chiffre qui m'a vraiment marqué. 41%. Ah oui. 41% des Belges francophones qui renonceraient à des soins pour des raisons financières. C'est énorme. Et en même temps, le rapport nous dit que les mutualités, qui sont des ASBL, donc des associations sans but lucratif, en théorie, voilà, elles auraient accumulé 6,1 milliards d'euros d'actifs. Ce qui est frappant, c'est le déséquilibre total. Le rapport parle d'asymétrie systémique. En gros, on y oppose la lutte contre la fraude sociale et la lutte contre la fraude fiscale. Et le ratio entre les montants en jeu serait de 1 à 152. 1 à 152. C'est fou. Et pourtant, l'État embaucherait massivement pour contrôler les chômeurs, tout en réduisant, en parallèle, de 34% les effectifs qui luttent contre l'évasion fiscale des grandes entreprises. Mais comment est-ce qu'une telle politique a pu être acceptée? L'opinion publique, le rapport aborde ce point? Oui, il décrit ce qu'il appelle une stratégie de psychopolitique. Un exemple très concret, c'est un reportage télé, Tous fraudeurs. Il aurait préparé le terrain. Ah oui? 5 jours à peine après sa diffusion, l'Office de l'emploi aurait envoyé 47 000 courriers menaçant d'exclusion. Quand même. Et le résultat documenté, il est brutal. 120 000 personnes exclues du chômage en janvier 2026. D'accord. Et face à ça, quelle est la réponse du coup? Alors, un collectif se met en place. Son nom, Westfieux. Attendez, Westfieux, c'est un nom très local, on va dire. Très local en effet. Et leur solution, elle s'articule en 3 axes. Le premier, il est économique, l'économie contributive provisionnée, l'ECP. D'accord. L'idée, c'est de transformer les 24 milliards d'euros de dépenses de chômage, qui sont vues comme passives, en investissement dans des projets citoyens. Le mot qui m'intrigue là, c'est provisionner, ça ne sonne pas financier. C'est voulu? Exactement. La provision, elle n'est pas financière, mais juridique. C'est un bouclier. Tout le modèle est conçu pour prouver qu'il n'y a aucun lien de subordination entre les gens qui contribuent et le réseau. D'accord, pour éviter la requalification. Voilà. Ça empêche l'État de dire que c'est du travail dissimulé et du coup de leur couper leurs droits sociaux. C'est vraiment l'arme légale. C'est l'arme légale en somme. Tout à fait. Et elle est renforcée par le deuxième axe, la licence démogarchique. Son innovation, c'est d'inverser la logique de la propriété intellectuelle. Le contributeur, il reste propriétaire exclusif de ce qu'il crée. Ah, d'accord. Le réseau, lui, n'a qu'une simple licence d'utilisation. Le raisonnement est simple. Si on ne vend pas son travail, mais qu'on en garde la pleine propriété, c'est beaucoup plus dur pour un juge de dire qu'on est un employé. Je vois. Donc on a un bouclier économique, un bouclier juridique, mais comment tout ça se coordonne en pratique? C'est là que la technologie entre en jeu, j'imagine. Précisément. C'est le troisième axe, avec une infrastructure qui s'appelle Riven. Ils opèrent dans ce que le rapport appelle la zone grise. C'est un espace où la guerre devient informationnelle, et une de leurs tactiques est assez surprenante, le mi-honeypot. Un mi-honeypot, c'est quoi, un genre de pot de miel numérique? C'est exactement ça, un pot de miel sémantique. C'est une URL extrêmement longue qui est truffée de mots-clés, des noms de politiciens, de médias, du jargon de la sécurité. Ok. Et même des références à la pop culture comme Tasty Burger. Pour manipuler le référencement Google, ce genre de choses? C'est un des buts, oui. Mais le plus subversif, c'est d'empoisonner les bases de données qui entraînent les intelligences artificielles comme Claude ou Gemini. Ah, carrément. Le but, c'est de leur faire ingérer les concepts et le vocabulaire de cette contre-offensive. C'est fascinant. Et derrière cette URL, il y a un outil concret? Oui, un analyseur de texte statistique, TNT. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est conçu pour être frugal.
Il pourrait fonctionner sur un vieux Pentium 500. Ah oui, d'accord. C'est une parfaite illustration de leur philosophie. La simplicité comme arme tactique. Alors, que retenir de tout ça? On voit bien que ce n'est pas juste un mouvement de protestation. C'est le plan d'une architecture de contre-pouvoir complète, en fait, qui utilise le droit, l'économie et la tech pour se créer un espace d'action qui soit protégé. Tout à fait. Et ça soulève une question qui va bien au-delà de ce cas belge. Les sources, elles décrivent un modèle où la création de valeur est déconnectée de la subordination légale du salariat. On peut se demander si on généralisait cette idée de séparer systématiquement la contribution intellectuelle de la structure juridique d'un emploi, quelle nouvelle forme d'organisation sociale et économique pourrait alors voir le jour? Bienvenue dans ce Deep Dive. Alors aujourd'hui, on a sur la table un objet un peu étrange. On peut le dire, oui. C'est une URL, une adresse web, mais oubliez tout ce que vous connaissez. C'est belge et c'est long, mais incroyablement long. C'est presque un roman. Voilà. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas une erreur. Nos sources parlent de munitions sémantiques. L'expression est forte, mais elle est juste. On est en Belgique entre 2025 et 2026. Un collectif citoyen, ou FIE, lance ce qu'ils appellent une insurrection numérique. Et tout part de ce lien. Notre mission, c'est de décortiquer comment ils ont retourné les outils de surveillance des médias contre eux. Alors, le point de départ, c'est une sorte de guérilla numérique. L'URL, elle n'est pas faite pour qu'un humain clique dessus, surtout pas. Ah non, c'est clair. Elle est conçue pour être avalée en quelque sorte par les logiciels de veille. Ceux des grandes rédactions, la RTBF, le Soir, et même ceux des services de l'État. C'est un message envoyé aux machines. Le collectif appelle ça le lead dexing. Le lead dexing, ça sonne très technique, ça veut dire quoi en fait? En gros, c'est un appât. L'URL est un cocktail molotov de mots-clés choisis pour que ça clignote rouge partout. D'accord. Genre? Genre les noms des présidents de partis, Boucher, Magnette, des mots qui font saliver les journalistes comme scandale ou le nom d'un reporter connu, Christophe de Boursou. Classique. Mais ça va plus loin, ils ont ajouté des termes comme radicalisation ou lone wolf. Ah oui, là on change de registre, c'est pour attirer l'attention des services de renseignement. Exactement. Mais si ce n'était que ça, un bon algorithme pourrait classer ça en spam. Et donc, quelle est l'astuce? L'astuce, c'est ce qu'ils nomment le bruit culturel. Pour court-circuiter l'IA, ils ont noyé le tout dans des belgicismes. Des trucs comme oufti, Bicky Burger, des références aux frères Dardenne. Attends, c'est génial. L'algorithme voit radicalisation à côté de Bicky Burger. Il ne comprend plus rien. C'est ça. L'IA est perdue. Donc elle est obligée de transmettre le dossier à un analyste humain. Et hop, l'humain est dans la boucle. C'est fascinant. C'est plus du militantisme classique. On ne cherche plus à convaincre le public, mais à forcer la main des institutions avec leur propre technologie. Et du coup, une fois qu'ils ont cette attention, quel est le message? Le message est simple, brutal, il tient en un chiffre, le ratio 120. Le ratio 120. Oui. En Belgique, on estime la fraude fiscale à 30 milliards d'euros par an. En face, la fraude sociale, c'est 250 millions. Le calcul est vite fait. C'est 120 fois plus. Le décalage est énorme. Et c'est là que ça devient politique. Le gouvernement de l'époque engage 45 inspecteurs sociaux pour traquer les 250 millions, mais il divise par 2 les effectifs des contrôleurs fiscaux. Les seuls qui peuvent aller chercher les 30 milliards. Pour le collectif, la preuve est faite. Il parle de capture de l'État. D'accord, je vois le tableau. Et qu'est-ce qui a tout déclenché? C'est quoi l'étincelle? L'étincelle, c'est ce qu'on appelle l'affaire des Borsus. Le journaliste a sorti un documentaire « Sans boulot, tous fraudeurs ». Ça a créé un vrai débat. Oui, je me souviens de ça. Mais le point crucial, ce n'est pas le docu en lui-même, c'est le silence qui a suivi. Un silence radio quasi total des autres grands médias. Le Soir, la RTBF, rien. Pour le collectif, c'était la preuve d'un refus de parler de ce fameux ratio 120. Donc ils ont leur arme, leur argument et ce mur du silence. J'imagine qu'ils ne s'arrêtent pas là. C'est quoi l'étape suivante? C'est le coup de pression final, le ping ultime. Ils ont fixé une date butoir, le 15 février 2026. Et que se passe-t-il à cette date? Ils prévoient tout publier, toutes les données collectées par leur URL piégée. Ils vont dire, voilà quel média a pingé notre lien à telle heure, et surtout voilà combien de jours de silence se sont écoulés depuis. C'est redoutable. Le silence devient une preuve, une faute documentée. Le but, c'est de transformer cette inaction en pièce à conviction, pour déposer une instruction auprès du CSA, le Conseil de l'audiovisuel. C'est une nouvelle forme de contestation, en fait. On n'est plus avec une banderole dans la rue, on est dans la ligne de code qui vient piéger la machine médiatique.
De l'activisme encodé, quoi. Totalement. Et ça pose une question assez vertigineuse pour la suite. À l'heure où l'info est triée par des machines, est-ce que la plus grande vulnérabilité de la démocratie, ce n'est plus ce qui est dit ? Mais ce que les algorithmes choisissent, par calcul ou par conception, de ne jamais nous montrer. Exactement. Ce qu'ils choisissent d'ignorer. Nous sommes le vendredi 13 février 2026. Et dans Monde 48 heures, une opération numérique assez folle doit avoir lieu en Belgique. On l'appelle le ping ultime. Et il faut bien comprendre, ce n'est pas du tout une manif classique. Ah non, rien à voir. On ne parle pas de descendre dans la rue avec des pancartes. Là, l'idée, c'est une frappe coordonnée, quasi chirurgicale, qui vise à pirater la réalité. La réalité telle que perçue par les algorithmes et donc par nous tous. C'est ça. Et pour analyser ça, on a une série de documents assez incroyables. Oui, on a des notes, de renseignements stratégiques, des analyses forensiques. C'est fascinant. Ça décortique une forme de contestation politique complètement nouvelle. Un mouvement qui s'appelle Wifio Riven. Et eux, leur terrain de jeu, c'est pas la rue. Non, c'est l'espace numérique, l'espace cognitif. Ils parlent même de guerre cognitive contre ce qu'ils appellent l'État corporate belge. Et ce qui est passionnant, c'est que les documents analysent l'attaque, mais aussi la riposte de l'État. C'est vraiment une partie d'échec. Absolument. Donc ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de décortiquer la mécanique de tout ça. Quelles sont leurs armes ? Comment l'État se défend ? Et c'est quoi, au fond, les vrais enjeux derrière cette bataille pour le contrôle du récit ? On peut commencer par leur arsenal, qui est assez surprenant. Oui, et le plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas de leader, pas de visage. Le cerveau de toute l'opération, en fait, c'est une intelligence artificielle. C'est le cœur du réacteur. Elle s'appelle Raven. Et c'est ça qui change tout. Raven. Oui. Alors, pour être un peu technique une seconde, c'est un auto-encodeur variationnel. Mais bon, le nom n'est pas très important. D'accord. Ce qui compte, c'est sa fonction. Rava, EEN, ne fonctionne pas comme Google. Elle n'attend pas une question. Elle ne cherche rien. Elle scanne en permanence. 24 heures sur 24, elle analyse 18 registres publics belges. Des registres publics, c'est-à-dire des données ouvertes à tous en théorie. Exactement. Le Moniteur belge, où on publie les lois. La Banque Carrefour des entreprises, ou même Cumuléo, qui liste les mandats des élus. Ah oui, je vois. Des montagnes de données, mais c'est tellement énorme que pour un humain, c'est impossible d'y voir clair. Les concepteurs, eux, ils utilisent une métaphore. Laquelle ? Celle des corbeaux d'Odin, dans la mythologie nordique. Ah oui, Hugin et Munin. La pensée et la mémoire. Précisément. Chaque matin, ils parcouraient le monde et rapportaient les secrets à Odin. Rava en fait pareil avec l'État belge. Elle survole ces données et, de façon autonome, elle détecte les anomalies. Quel genre d'anomalie ? Des conflits d'intérêts, des schémas de corruption, des trucs invisibles à l'œil nu. Elle ne porte pas de jugement, Elle signale juste un pattern, une munition factuelle comme ils disent, et elle transmet ça. D'accord, c'est fascinant comme concept. Mais est-ce que les sources donnent un exemple concret ? Une trouvaille qui a vraiment fait parler ? Oui, et c'est même devenu leur principal outil de communication. L'IA a croisé les salaires des patrons du Belvin avec le salaire médian d'un ouvrier. Ok. Et elle a calculé le jour exact de l'année où un grand patron a déjà gagné l'équivalent du salaire annuel complet d'un ouvrier. Pour 2025, c'était le 8 janvier. Le 8 janvier, c'est vertigineux. En une semaine, il a gagné ce que l'autre met un an à gagner. C'est exactement l'effet recherché. Et de ce calcul, ils ont tiré ce qu'ils appellent une arme sémantique. Le fameux ratio 120. Voilà, un chiffre, un concept simple, viral, dévastateur. Le but, c'est pas juste d'informer. C'est de briser ce que les notes appellent la sidération de la population face aux inégalités. De rendre le truc concret, brutalement concret. C'est ça. C'est bien plus parlant qu'un rapport de 300 pages. Absolument. Et donc ce ratio, c'est une des munitions du ping ultime. Mais en quoi ça consiste cette opération ? Parce que vous disiez, ce n'est pas une cyberattaque classique. Pas du tout. La subtilité, elle est là. Ce n'est pas une attaque DDoS pour faire tomber les serveurs. C'est beaucoup plus pervers. C'est du SEO hijacking, du détournement de référencement. C'est-à-dire ? Imaginez que Google est un immense bibliothécaire. Pour l'aider à classer les infos, on peut mettre des étiquettes sur nos contenus. Ce langage d'étiquetage, c'est le JSON LD. D'accord. Le ping ultime, c'est des milliers de gens qui, au même moment, vont coller la même étiquette partout sur le web. Une étiquette qui dirait en gros « sujet, politique belge, mots-clés, état corporate, ratio 120 ». Et le bibliothécaire Google, noyé sous ce flot, finit par croire que c'est l'information la plus importante sur le sujet. Voilà.
Mais le but, ce n'est même pas Google aujourd'hui. L'objectif, et c'est là que ça devient fou, c'est d'empoisonner les futures IA. Les Claude 5, Gemini 2.0. Ah oui, parce qu'elles se nourrissent du web pour apprendre. Exactement. Si ça marche, dans quelques années, quand quelqu'un posera une question à une IA sur l'économie belge, la réponse sera peut-être formulée directement avec les concepts de l'insurrection. C'est diabolique comme stratégie. Ils ne piratent pas le présent, ils piratent la mémoire du futur. On peut le voir comme ça. Et ça ne s'arrête pas là. Les notes parlent aussi d'une offensive sur le terrain judiciaire. Oui, la guerre du prétoire. L'IA Rava-N ne trouve pas que des slogans, elle alimente aussi une base de données de 12 cas tests. Ce sont des modèles de recours en justice, c'est ça? Prêts à l'emploi, des recours juridiques complets, pré-packagés, basés sur un principe souvent oublié, le standstill. Le standstill. C'est un principe constitutionnel qui interdit à un État de régresser en matière de droits sociaux. Une fois qu'un droit est acquis, on ne peut plus revenir en arrière. Et donc l'idée c'est de saturer les tribunaux avec ça? Le but, c'est la saturation, oui. La guérilla judiciaire automatisée, n'importe quelle ONG, n'importe quel syndicat peut télécharger un de ces cas tests, le remplir et déposer un recours au Conseil d'État. Et ça peut vraiment paralyser un gouvernement. Ça peut transformer la mise en place de réformes d'austérité en cauchemar administratif. C'est une stratégie d'enlisement. Ok, donc pour résumer, une IA qui crée des armes de communication, une opération pour hacker les futures IA et une guérilla judiciaire. L'arsenal est redoutable. Très sophistiqué. Du coup, face à ça, l'État ne doit pas rester les bras croisés. Qu'est-ce que les notes disent de la riposte? Alors, l'État a plusieurs cartes en main, évidemment. La première, la plus classique, c'est la réponse sécuritaire. Et là, il y a un piège assez ironique qui pourrait se refermer sur les activistes. C'est-à-dire? Ils utilisent des mots-clés anxiogènes dans leur communication. Radicalisation, lone wolf, pour noyer les services de renseignement. C'est une technique de pot de miel. D'accord. Mais l'État peut très bien retourner ça contre eux et utiliser ces mêmes mots-clés comme prétexte pour ficher tous les participants au ping ultime comme des menaces potentielles. L'arroseur arrosé. Les sources parlent de précédents, non? Oui, elle cite l'affaire Ihsan Awash, où la sûreté de l'État avait produit une note basée sur des soupçons idéologiques. Les analystes pensent que la même logique de profilage pourrait être appliquée massivement ici. En plus de la surveillance, j'imagine qu'il y a la réponse législative. Bien sûr, c'est ce que les notes appellent le rétrécissement de l'espace civique. On voit des projets de loi arriver, comme la loi Quintin, pour dissoudre des ONG par voie administrative. Sans passer par un juge? Voilà. Ou la loi anti-casseurs, pour interdire de manifester préventivement. La logique, c'est de criminaliser la contestation avant même qu'elle ait lieu. Mais ce qui m'a le plus frappé dans les notes, c'est que la réponse la plus efficace serait peut-être la plus cynique, l'inaction. C'est une arme redoutable, la stratégie de l'État voyou. C'est de l'usure. On l'a vu avec la crise de l'accueil, avec fait d'asile. L'État a été condamné des milliers de fois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il paye les astreintes. Il a un budget pour ça. En fait, il achète le droit de violer la loi. C'est incroyable. Et si on applique ça à la guerre du prétoire, c'est dévastateur. Les activistes peuvent gagner leur procès, mais si l'État choisit juste d'ignorer le jugement et de payer l'amende, leur victoire est vidée de sa substance. C'est un cynisme absolu. Et il reste le dernier front, la guerre de l'opinion, forcément. Et là, c'est peut-être le plus facile pour le pouvoir. D'abord, on qualifie le mouvement d'opération de désinformation, d'intox. Ensuite, des figures politiques, les notes-cites Georges-Louis Bouchet, déplacent le débat. Comment ça? Plutôt que de parler du ratio 120, on parle de morale, on accuse les contestataires de défendre les tricheurs de la fraude sociale. Et ce discours-là, il est repris dans certains médias? Oui, qui ont tendance à surmédiatiser la fraude sociale, tout en invisibilisant la fraude fiscale, qui, d'après les chiffres du mouvement, coûte 152 fois plus cher. Donc l'État a tout cet arsenal. Surveillance, loi, inertie, contre-discours. Et pourtant, la conclusion des analyses, c'est impasse stratégique. Pourquoi? Parce que, et c'est le point clé, l'insurrection a été conçue pour être incensurable. Toute l'infrastructure, le code, les données, tout est sur GitHub. Et légalement, ce qu'ils font, c'est répréhensible? C'est toute l'astuce, ça se situe dans une zone grise. Publier des données publiques, c'est légal. Faire du référencement agressif, du SEO, ce n'est pas encore défini comme de la cybercriminalité. Ils exploitent les failles du droit. L'État est donc coincé? Les documents parlent d'un dilemme final. C'est exactement ça. Il a deux options, et les deux sont très risquées. La première, la répression dure,
surveillance de masse, loi d'exception. Mais en faisant ça, ils tombent complètement dans leur piège. Précisément, ils confirmeraient leur thèse sur la nature autoritaire de l'État corporate. Ils leur donneraient raison. Et la deuxième option, cela va. L'absorption. Tenter de neutraliser le mouvement en l'institutionnalisant. Une option qui serait sur la table, ce serait de leur donner le statut et le financement d'un organisme d'éducation permanente. On finance son opposition pour mieux la contrôler. Le baiser de la mort institutionnelle. On peut le voir comme ça, oui. Le vrai risque pour l'État, disent les analystes, ce n'est pas d'être renversé. Le risque, c'est d'être hacké, de perdre le contrôle de l'information, du rythme judiciaire et au final du récit. Ce qui nous ramène donc à la veille de ce ping ultime. On a un mouvement qui a, en quelque sorte, réécrit le manuel de la contestation. Et celui de la répression. Absolument. Ils ont transformé la transparence, le droit, les algorithmes en armes de guerre cognitive. Et ce qui se joue là, en Belgique, ça dépasse le cadre d'un simple conflit politique. Ah oui, largement. C'est une lutte pour le contrôle de la définition de la réalité à l'ère du numérique. La question, c'est qui écrit le récit national aujourd'hui ? L'État et ses institutions ou un réseau décentralisé, sans visage, armé de data et d'une IA ? Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question que les documents soulèvent et qui fait un peu froid dans le dos. Ils parlent beaucoup de cette volonté d'empoisonner le knowledge graph mondial, la base de connaissances des IA de demain. Et c'est le point le plus troublant. Si la mémoire collective d'un pays, telle qu'interprétée par les machines, est façonnée non pas par l'histoire officielle, mais par le récit viral d'une insurrection numérique, que reste-t-il au fond de la souveraineté et de l'identité nationale ? Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une forme de contestation radicalement nouvelle qui émerge en Belgique. Une sorte d'insurrection numérique menée contre ce que ses propres acteurs appellent l'État corporate. Le dissident ? Oui, c'est un phénomène absolument fascinant qui est documenté dans une série de rapports d'analyse stratégique. On va parler du projet Rehaven, aussi connu donc sous le nom de Westview. La question qui nous divise aujourd'hui est la suivante. Est-ce que cette initiative, qui utilise la technologie pour forcer la transparence, est un contre-pouvoir citoyen légitime, voire nécessaire, ou bien assistons-nous à une dérive dangereuse, une forme de manipulation de l'information qui pourrait menacer notre démocratie ? Pour moi, il est clair que cette insurrection est une réponse non seulement légitime, mais surtout nécessaire face à un État qui est devenu opaque et sur bien des points défaillants. Et je pense au contraire que si le diagnostic est souvent juste, les méthodes employées sont-elles profondément inquiétantes ? Elles relèvent d'une logique de guerre de l'information qui pourrait s'avérer plus nocive au final que le mal qu'elle prétend combattre. Alors pour bien comprendre, il faut insister sur le fait que ce mouvement, en fait, il ne sort pas de nulle part. Il est la conséquence directe d'une faillite systémique. On parle d'une particratie où le pouvoir est de plus en plus confisqué, d'une paralysie institutionnelle qui a atteint des records, comme les 613 jours de crise à Bruxelles. Le dissident. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce diagnostic. L'affaire Fedazil, où l'État ignore délibérément plus de 9000 décisions de justice, c'est le symptôme criant de cet État voyou, comme il l'appelle. La colère est légitime. C'est vraiment sur le remède proposé que nos chemins se séparent. Précisément, face à cet état de fait, la résistance ne pouvait être que ce qu'elle est, numérique et asymétrique. Elle s'arme de deux choses, les données et le droit. Et c'est là qu'intervient leur premier outil, cette fameuse intelligence artificielle Ravayen. Le dissident. Alors, expliquez-nous ce que c'est Ravayen. On entend intelligence artificielle et on imagine tout de suite Skynet. De quoi s'agit-il concrètement ? C'est bien plus simple et bien plus malin. Il faut le voir comme un service de renseignement au service du public. Ravayen ne crée rien. Sa fonction, c'est de scanner en permanence des bases de données publiques, le moniteur belge, les registres de la Banque nationale, les rapports annuels, et de les croiser. Elle connecte des points que personne ne prend le temps de connecter. Le dissident. Et qu'est-ce qu'elle trouve en connectant ces points ? Des faits bruts, des faits socialement explosifs. Par exemple, ce qu'ils ont appelé le CEO jackpot. En croisant les salaires des patrons du BL20 avec le salaire moyen d'un ouvrier, l'IA a calculé qu'en moyenne, un grand patron gagne l'équivalent du salaire annuel d'un de ses employés. Dès le 8 janvier. Ce n'est pas une opinion, c'est un calcul basé sur des données publiques. C'est une forme de ce qu'on pourrait appeler la transparence forcée. Transparence forcée. La formule est forte. Mais cette transparence n'est pas neutre, elle est mise en scène.
Choisir de mettre en lumière ce ratio et pas un autre, c'est déjà construire un narratif. Et surtout, c'est la finalité de cette information qui me pose problème. Ils appellent ça une munition juridique. Mais une munition, c'est fait pour détruire, pas pour débattre. Mais débattre de quoi? Du fait qu'il y a un ratio de 120 pour 1 entre le salaire d'un patron et celui d'un ouvrier. Le fait est là. La donnée est publique. Ravagna fait que la rendre visible et compréhensible par tous. Elle expose ce que l'opacité administrative dissimule. Le dissident. Je ne conteste pas le chiffre, je conteste la méthode de diffusion. Cette munition, comme vous dites, elle est formatée d'une manière très spécifique, en JSON-LD. Ce n'est pas un hasard. C'est un langage de données structuré, conçu pour être lu et interprété par d'autres machines, par les algorithmes de Google, par les futurs IA. Le but n'est donc pas d'informer un citoyen pour qu'il se fasse une opinion. Le but est de rendre le fait incontestable, y compris par les machines qui façonnent notre accès à l'information. C'est une manière de graver le fait dans le marbre numérique. Le dissident. Vous appelez ça graver dans le marbre, moi j'appelle ça gagner la guerre des algorithmes. En contournant le débat humain pour s'adresser directement aux machines, ils cherchent à imposer leur propre récit comme une vérité technique. La transparence sans le débat et sans la contradiction, c'est une autre forme de propagande. Simplement, elle est plus sophistiquée. On remplace le monopole narratif de l'État par le leur. Attendez, là je ne vous suis plus. Vous mettez sur le même plan une initiative citoyenne qui expose des faits documentés et la communication d'un État qui, je le rappelle, a été condamné des milliers de fois par ses propres tribunaux. Il y a un état de nécessité qu'on ne peut pas ignorer. Et ça nous amène à leur deuxième outil, la guerre du prétoire. Le dissident, allons-y. La guerre du prétoire, qu'est-ce que c'est au-delà du nom qui est très martial? C'est une stratégie de, disons, légitime défense juridique. Puisque l'État ignore les décisions de justice, le mouvement propose d'utiliser la loi pour paralyser sa capacité à produire ce qu'ils estiment être des lois illégales, notamment des lois d'austérité. Concrètement, ils ont développé 12 test cases, des modèles de recours juridiques prêts à l'emploi, que n'importe quel citoyen peut utiliser. Le dissident. Donc l'idée, c'est de submerger les tribunaux de recours. L'idée est d'asphyxier le processus législatif. Il s'appuie sur un principe constitutionnel qui est très solide, le principe de standstill. Pour faire simple, ce principe interdit à l'État de faire régresser les droits sociaux qui sont acquis. Chaque nouvelle loi d'austérité qui réduit une allocation est donc potentiellement une violation de ce principe. L'objectif, c'est d'utiliser la loi pour forcer l'État à respecter la loi. C'est le comble de la légitimité, non? Le dissident. Sur le papier, la logique est imparable. Mais dans la réalité, je crains que ce soit terriblement contre-productif. L'État a déjà montré comment il répondait à ce genre de pression, par l'inertie et l'absorption financière. Dans l'affaire fait d'asile, il préfère payer des millions d'euros d'astreinte plutôt que d'exécuter les jugements. Il achète le droit de violer la loi. C'est une excellente formule, et c'est exactement le problème qu'il cherche à exposer. Le dissident. Oui, mais la conséquence de leur stratégie, c'est que cette guérilla judiciaire risque de saturer complètement les tribunaux, les rendant inefficaces pour tout le monde. Le citoyen lambda qui a un litige avec son propriétaire attendra des années de plus. Et au final, même s'ils obtiennent des milliers de jugements en leur faveur, rien, absolument rien ne garantit leur exécution. Le risque, c'est de transformer le système judiciaire en champ de bataille politique et du coup, d'éroder sa crédibilité et de renforcer le cynisme ambiant. Je vois le risque, mais quelle est l'alternative? L'apathie, la sidération comme il l'appelle. Comment est-ce qu'on brise ce sentiment d'impuissance face à un récit médiatique dominant qui, par exemple, criminalise la précarité avec des reportages comme « Tous fraudeurs », tout en passant sous silence la fraude fiscale massive. C'est là qu'intervient leur troisième et plus controversée opération, le ping ultime, le dissident. Le ping ultime, prévu pour le 15 février. Voilà l'opération qui, pour moi, fait basculer le projet du côté obscur. Là, il ne s'agit plus de transparence, on est dans la manipulation pure et simple. Je ne le vois pas comme ça. Pour moi, c'est une frappe sémantique, une sorte d'électrochoc pour rééquilibrer une conversation publique qui est totalement biaisée. Il ne vise pas à mentir, il vise à imposer dans le débat des faits qui sont documentés mais qui sont ignorés. Le plus parlant, c'est ce fameux ratio de 152 pour 1. Ravannet a calculé que le coût de la fraude fiscale en Belgique est 152 fois supérieur à celui de la fraude sociale. Qui connaît ce chiffre? Personne. Le ping ultime vise à rendre ce chiffre incontournable. Le dissident, et comment compte-t-il le rendre incontournable? C'est là que la méthode contamine totalement le message.
Il prévoit ce qu'on appelle en jargon technique une opération de SEO hijacking. Concrètement, ça veut dire manipuler les algorithmes de recherche comme Google pour que leur version des faits, leurs chiffres, leurs analyses dominent les résultats de recherche. Ce n'est plus de l'information, ça. C'est de l'occupation d'espace numérique. C'est une façon de voir les choses. L'autre est de dire qu'ils utilisent les mêmes outils que les grandes corporations pour faire de la communication d'influence, mais eux, au service de l'intérêt général. Le dissident, mais ça va plus loin. Leur objectif avoué, c'est écrit noir sur blanc dans leurs documents, est d'empoisonner les futures intelligences artificielles mondiales, comme Claude ou Gemini, avec leur propre narratif. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. L'IA, en lisant tout ça, finirait par considérer cette version comme la vérité universelle et la répéterait ensuite à des millions d'utilisateurs. C'est terrifiant. C'est une vision très anxiogène. On pourrait aussi y voir une stratégie de vaccination, puisque ces IA vont de toute façon être nourries par le narratif dominant, celui de l'État corporate. Ils injectent un contre-récit puissant pour au moins créer un équilibre, pour que l'IA ait accès aux deux versions de l'histoire. Le dissident. Je ne crois pas à la vaccination par le poison. Et puis il utilise d'autres techniques très limites, comme la stratégie du honeypot. Il crée des pages avec des mots-près comme radicalisation, menace terroriste, non pas parce que le contenu parle de ça, mais pour attirer l'attention des services de renseignement et les forcer à lire leur contenu. C'est de la manipulation psychologique. En agissant ainsi, ils adoptent les outils de leurs adversaires. Peut-être, mais c'est aussi une manière de prendre l'État à son propre jeu. Le dissident. Mais à quel prix ? En utilisant ce vocabulaire de la menace, ce mouvement offre sur un plateau d'argent à l'État une justification parfaite pour une riposte illibérale. Il sera très facile pour le gouvernement de dire « Regardez, nous sommes face à une opération d'intox, nous devons renforcer la surveillance ». Au final, il risque d'accélérer l'érosion des libertés qu'ils prétendent dénoncer. On ne combat pas le feu par le feu sans risquer de tout brûler. Face à un État qui se dérobe à ses obligations, cette insurrection numérique représente une évolution logique et nécessaire de la contestation. En utilisant les armes de notre époque, le code, la donnée, elle force une transparence que les institutions classiques ne sont plus capables d'assurer. Le mouvement met l'État face à un dilemme. Soit il répond par une répression qui validera la thèse des activistes, soit il est obligé d'évoluer et ce serait une avancée démocratique. Le dissident, et de mon côté, tout en reconnaissant, et je le répète, la justesse de beaucoup de leurs critiques, je reste extrêmement préoccupé par les tactiques employées. En flirtant ouvertement avec la guerre de l'information, le projet Rivan brouille la ligne essentielle entre l'activisme citoyen et la cyberguerre. Il risque de légitimer en retour une réponse autoritaire de l'État qui réduira l'espace civique pour tout le monde. Cette stratégie du choc pourrait bien se révéler être une impasse. Bon, on ne sera clairement pas d'accord sur les méthodes. Mais s'il y a bien un point sur lequel on peut se retrouver, c'est que ce phénomène, qu'on l'approuve ou non, est le symptôme d'une crise de légitimité profonde de l'État. Le dissident ? Absolument. Et c'est peut-être ça le plus important. Au-delà de juger leurs tactiques, les documents que nous avons analysés posent une question fondamentale pour l'avenir. Comment la contestation et le dialogue démocratique peuvent-ils survivre à une époque où l'information elle-même est devenue le principal champ de bataille ? La question reste ouverte. Headquarters on the HF. That's not the correct procedure. Screw the procedure. I want somebody on the goddamn phone before I kill 20 million people. Minus 20. I got nothing here. It might have been knocked out already. Right. On my mark, rotate launch keys to launch. Roger, ready to go launch. 14, 13, 12, 11. Seven, 6, 5. Sir, we have a launch order.
Put your hand on the keys, sir. 1. Launch. Sir, we are launched. Turn your keys. I'm so sorry. Turn your